Bonjour, c'est Marion Sigaud. Vous avez entendu parler de Judith Reisman, cette Américaine partie en guerre voilà plus de 40 ans contre les pédocriminels et leur soutien. Son combat est essentiellement celui de la protection des enfants contre une sexualisation qu'on retrouve désormais dans tous les programmes d'éducation du monde. C'est en analysant les publications tout à fait officielles d'Alfred Kinsey, père de la révolution sexuelle, qu'elle a découvert sur quelle fraude monstrueuse s'est élaborée la fin de la morale publique, l'invasion pornographique et, au bout du compte, la destruction de la famille et de l'enfance que nous voyons se dérouler sous nos yeux. 2 de ses livres sont désormais disponibles en français. Kinsey, La face obscure de la révolution sexuelle, et La subversion sexuelle née du rapport Kinsey, que vous trouverez sur Internet. Il y a un mois environ, elle m'a fait parvenir une étude d'une centaine de pages à mettre en ligne que 4 bénévoles ont accepté de traduire et que vous trouverez en PDF sous cette vidéo. Voici en résumé ce dont il s'agit. Les partisans du bon docteur Kinsey ont fait à croire que les observations qu'il a faites sur les enfants, et dont on se sert depuis pour prétendre qu'ils ont droit à une vie sexuelle, relevaient de simples interviews faites au cours de rencontres sympathiques dans le sein des familles où il était reçu. Je dessine un bonhomme, montre-moi comment on sait si c'est un garçon ou une fille. La réalité fut autre. Des centaines d'enfants, dont certains n'avaient que quelques mois, ont été attachés, dénudés, masturbés et ou sodomisés. Leurs pleurs, leurs hurlements et leurs évanouissements ont été qualifiés d'orgasmes. Kinsey a utilisé pour ces séances abominables les services d'un pédophile notoire, un certain Rex King. Et ce sont ces séances de viol qui ont servi aux observations de ces faux savants et vrais pervers. Pudiquement, Kinsey qualifia les viols de contact, les violeurs de partenaires et le pédosadique qui menait la danse d'experts en sexualité juvénile. Mais la réalité qui se cache derrière ces euphémismes n'est pas douteuse. Ce sont ces expériences criminelles qui servent aujourd'hui encore de référence aux grandes agences de l'ONU pour nous vendre la sexualisation des enfants et le mensonge récurrent qui dit « les enfants sont sexuellement éveillés dès leur naissance ». Il n'est pas douteux, en lisant attentivement les rapports de Kinsey, que les orgasmes qu'il prétend avoir décelés s'apparentent plutôt à des réactions de terreur, à des convulsions ou même à des crises d'épilepsie qui ont pu être déclenchées par des électrochocs. Il n'est pas douteux non plus qu'une peur intense puisse déclencher des réactions physiologiques analogues à celles de l'excitation sexuelle. Un observateur normalement constitué peut-il confondre une crise d'épilepsie avec un orgasme, des pleurs, des hurlements et des tentatives de fuite avec une montée du plaisir? Kinsey, sadomasochiste lui-même, ne savait pas faire la différence entre souffrance et jouissance. Et c'est les conclusions de ce malade qui servent de référence. La réalité est devant nos yeux. Des centaines d'enfants captifs ont été torturés par un maniaque doté d'un membre énorme pour fournir à un faux savant psychopathe des fausses données destinées à bouleverser le monde. D'où venaient ces enfants? Qui étaient-ils? Comment ces criminels ont-ils pu procéder ainsi en toute impunité sur des centaines et des centaines de gosses sans jamais être arrêtés ni poursuivis? De fait, Kinsey participait à des programmes tout à fait officiels et il a eu accès aux enfants observés dans les hôpitaux Rockland de New York et Greystone de New Jersey. Il faut savoir que ces 2 établissements publics étaient largement subventionnés par l'Institut Rockefeller et qu'ils ont fait leurs expériences sous la houlette de l'Université Columbia. Il s'agissait de programmes d'études sur le fonctionnement du cerveau. Rockefeller finançait, l'université supervisait et l'hôpital fournissait les cobayes humains. Or, il est avéré que les patients dont on a prétendu vouloir observer les troubles psychiques étaient pour la plupart parfaitement sains d'esprit et que les méthodes utilisées pour pénétrer leur cerveau peuvent simplement être qualifiées de torture. Des adultes et des enfants diagnostiqués agressifs ou hyperactifs âgés de 5 à 12 ans ont eu le cerveau ouvert, nombre d'entre eux ont été lobotomisés sans aucun contrôle extérieur. La chose est si vraie qu'en 1995, le président Clinton a reconnu qu'en 50 ans, 4000 expériences de ce type avaient été pratiquées avec la protection de la CIA. Il a même présenté des excuses. Comment les pouvoirs publics ont-ils pu couvrir des activités qui violaient non seulement le serment d'Hippocrate, mais toutes les normes médicales internationales et même le code de Nuremberg, pourtant bien reconnu par les États-Unis d'Amérique? C'est sur ces rats humains de laboratoire que Kinsey a choisi les proies dont il avait besoin pour ses démonstrations fallacieuses, qui servent aujourd'hui à établir des normes d'éducation sexuelle obligatoires à l'école.
Des rescapés de ces horreurs ont témoigné, et c'est notamment par l'inlassable travail de recherche de Karen Wetmore qu'on peut comprendre ce que fut le programme de contrôle mental, le Mind Control ou MK, réalisé par la CIA avec la pleine coopération des instances médicales américaines. Internée à 13 ans à la suite d'un viol, Karen Wetmore a réuni, des années plus tard, les preuves qu'elle a bel et bien été torturée par des professionnels de la médecine, qu'elle a été isolée, dénudée, entravée, droguée, qu'on lui a fait subir des électrochocs, qu'on l'a soumise au froid, à la privation de sommeil, et que ses réactions ont été consignées sous le plaisant qualificatif de convulsion. Ni ses parents, ni même un juge n'ont été admis à lui rendre visite, mais sans doute leurs démarches ont-elles réussi malgré tout à lui sauver la vie. Qui donc peut bien être enterré dans le petit cimetière attenant à l'hôpital? Il n'est pas douteux que ce sont ces malheureux qui ont servi de cobaye à l'abominable Kinsey et aux criminels qui lui servit de collaborateurs. C'est le même institut Rockefeller qui finança un autre criminel habillé en savant, le Canadien Donald Ewen Cameron, qui, reconnu dans tout ce que son pays comptait d'institutions psychiatriques, fit des expériences sur des milliers d'enfants faussement qualifiés de déments. Cet aimable professeur s'efforça pendant des années d'effacer les souvenirs de ses patients pour les remplacer par d'autres, et il partagea l'étude de ces lavages de cerveau avec Alfred Kinsey. Il est incontestable que les autorités ont couvert de bout en bout ces agissements criminels. À l'origine de l'intérêt des autorités pour ces recherches, la CIA, désireuse de pouvoir programmer les agents ennemis ou les siens propres à faire ce qu'on leur demande sans regimber. C'est dans les années 50 que des clochards ou divers marginaux furent enlevés pour des expériences horribles d'ingestion de doses massives de drogue, d'exposition à des températures ou des bruits extrêmes. On soudoya des détenus pour qu'ils s'y soumettent volontairement. Et enfin, on eut recours à des enfants de 6 à 11 ans, diagnostiqués schizophrènes, à qui on donna des doses massives de LSD pendant des semaines, mais aussi des céréales mélangées à de l'uranium et à du calcium radioactif. Tout va bien. C'était pour la science. Il est avéré que de nombreux hôpitaux et universités prestigieux prêtèrent leur concours à ces horreurs. Des enquêtes journalistiques sérieuses découvrirent qu'à la fin des années 70, les expériences se faisaient encore sous d'autres noms, mais avec les mêmes buts et les mêmes méthodes. Le scandale du Watergate en 1973 faillit faire découvrir le poteau rose et quantité de dossiers furent détruits, mais il en resta suffisamment pour renseigner le chercheur. Celui-ci découvrira rapidement que le programme de Kinsey était une des branches du programme MK-Ultra. Cameron et Kinsey recevant tous deux des subsides de la CIA pour leurs travaux. La collusion entre la CIA, la Fondation Rockefeller et Kinsey est avérée, les activités de ce dernier étant ni plus ni moins supervisées par l'agence d'espionnage. On comprend pourquoi aucune demande d'enquête sur les activités de Kinsey n'a jamais pu aboutir. On sait à présent que les méthodes utilisées par la CIA pour faire parler les supposés terroristes ont également été utilisées par Kinsey sur les enfants qu'il observait. Ce qu'on appelle pudiquement des techniques d'interrogatoire renforcées, non bienséantes pour torture non létale, a été utilisé sur les plus de 2000 enfants tombés entre leurs griffes. Il importe de noter qu'il a utilisé, avec le soutien d'une équipe d'universitaires qui n'ont pas vu d'objection à infliger à des gosses ce qu'on infligeait à des supposés terroristes, notamment la masturbation forcée, mais aussi les coups, le froid, la privation de sommeil, la nudité, les hurlements, autant d'agressions qui n'entraînent pas la mort mais brisent la vie. Le scandale est si grand qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête publique 7 décennies plus tard. Il serait temps, non? On sait depuis les années 90 que de jeunes handicapés mentaux et des femmes enceintes ont été soumis à des injections de fer radioactif. Alors qu'un premier article du Boston Globe a retenu le nombre de 23 futures mamans, il apparaît qu'elles furent sans doute des milliers. Une seule clinique prénatale en a traité 829. Un chiffre tout à fait officiel, puisque c'est celui du ministère de l'Énergie, donne un décompte final de 16 000 hommes, femmes et enfants qui ont été irradiés entre 1945 et 1970 pour les besoins de la CIA. Entre 1940 et 1954, une neuropsychiatre respectée de New York procéda à des électrochocs sur des centaines d'enfants âgés de 3 à 12 ans diagnostiqués autistes. On peut considérer que les opérations de prétendu changement de sexe qu'on fait de nos jours sur des enfants sont la continuation de ces expériences qui font de la science la main droite du diable. Le Midi de la France a connu en 1951 un drame qui a fait plus d'une dizaine de morts et des centaines de déments. On imputa cette folie collective à du pain empoisonné par de l'ergot de seigle, jusqu'à ce qu'on comprenne que la CIA avait fait asperger du LSD sur la petite ville de Pont-Saint-Esprit dans le cadre de ses expériences de MK-Ultra. Tous ces crimes
dans tous ces crimes, la collusion entre la CIA et la Fondation Rockefeller est permanente. Le but commun à toutes ces recherches est de parvenir à une amélioration de la race humaine par l'eugénisme pour éliminer les plus faibles et l'élaboration d'un gouvernement mondial unique. Mais se débarrasser des inaptes n'est pas chose aisée et le mieux est d'avancer masqué. Ce sont ces politiques qui ont déclenché les grands changements mondiaux dont on voit aujourd'hui l'hydre malfaisante à l'œuvre par le renversement des valeurs et la mondialisation de la peur. Kinsey ne fut qu'une partie de ce plan, mais non la moindre. Le directeur médical de la Fondation Rockefeller déclara, je cite, « Nous considérons que le financement de l'Institut Kinsey est l'une des choses les plus importantes que nous ayons jamais faites. » Fin de citation. C'est en 1913 qu'a été créé l'Institut Tavistock, dont les activités ne seront connues qu'à partir de 1969. Elles consistèrent à mettre au point tous les moyens de manipuler les masses dans le but, clairement énoncé, de détruire la civilisation occidentale et de créer un nouvel ordre mondial. C'est sous les auspices de cet institut qu'a été organisé, au sortir de la guerre, le transfert vers les États-Unis des savants allemands au cours de l'opération dite Paperclip. La rencontre entre les savants de la CIA et ceux de l'Allemagne nazie devait faire des étincelles. La condition de les cacher au public, bien sûr. On donna aux Allemands des nouveaux noms, des nouveaux passeports, et on les plaça dans des institutions contrôlées par la CIA, ni vu ni connu. De son côté, la Fondation Rockefeller fut assez influente pour réussir à faire placer ses pions à la direction des institutions comme Harvard ou l'hôpital Rockland notamment. Laissant en Angleterre la clinique originelle, l'Institut Tavistock muta pour devenir la mère de tous les groupes de réflexion, qu'on appelle autrement également think tank, et qui fut enregistrée comme organisation caritative en 1947. Elle s'offrit les services, directs ou indirects, de noms devenus prestigieux comme Freud, Jung, Barnes ou Adler, et enfin de l'écrivain Aldous Huxley qui déclara en 1962, je cite, « Nous sommes en train de développer toute une série de techniques qui permettront à l'oligarchie de contrôle, qui a toujours existé et existera vraisemblablement toujours, d'amener les gens à aimer leur servitude. » Ceci pour faire comprendre que son roman Le meilleur des mondes n'est pas un cauchemar, mais un programme. Bien que liée à la CIA, comme on a vu, la Fondation Rockefeller avait étendu son influence à la fois chez Staline et chez Hitler, et ce, même après l'entrée en guerre des États-Unis. Cofondatrice d'un institut psychiatrique à Munich en 1925, la Fondation continua sa collaboration pendant toute la guerre en direction d'une spécialité nouvelle, l'eugénisme psychiatrique, destiné à la purification, l'hygiène et l'amélioration raciale. Ça, c'est du côté d'Hitler. Du côté de Staline, en 1934-1935, la Fondation Rockefeller participa au financement d'un programme d'études du cerveau de jumeaux que l'Union soviétique développait à l'Institut génétique de Moscou. Ces travaux serviront dès 1937 à Alfred Kinsey, partisan déclaré de l'eugénisme positif, auquel s'ajoutait l'eugénisme négatif puisqu'il prôna la stérilisation d'au moins 1/10 de toute population. On retrouve chez Kinsey tous les principes du programme d'ingénierie sociale préconisé par les eugénistes. Je cite, destruction de la religion, encouragement de la licence sexuelle, campagne de stérilisation des inaptes, c'est-à-dire des plus pauvres, l'élimination des inaptes allant de pair avec la création d'une banque de sperme des élites. Ces aimables philanthropes ne s'arrêtèrent pas là, puisqu'ils contribuèrent à créer les grandes agences de l'ONU, comme notamment l'UNESCO, dont la tâche fondamentale fut ainsi définie par son premier directeur, Julian Huxley, frère d'Aldous. Je cite, l'UNESCO doit aider à l'émergence d'une culture mondiale unique avec sa propre philosophie et son propre fond idéologique, et avec son propre objectif général. C'est la première fois dans l'histoire que l'on dispose d'un échafaudage pour l'unification mondiale et de mécanismes pour l'atteindre. Julian Huxley était par ailleurs président de la Société eugénique britannique, membre de la Fédération mondiale pour la santé mentale et surtout président d'une association pour la promotion du droit à l'avortement. On voit comment ces combats des années 40 à 60 sont aujourd'hui victorieux. On retrouve les Rockefeller et leurs affiliés dans la création du Conseil des relations extérieures, CFR, l'Institut Tavistock, les Nations Unies, le Conseil de la population, le groupe Bilderberg, le Club de Rome et de la Trilatérale. Alors qu'ils placent leurs pions partout, ils n'apparaissent néanmoins que comme donateurs philanthropiques. Il est inutile de reprocher aux Rockefeller de conspirer, ils en sont fiers. En 2002, David Rockefeller écrivit « Certains nous qualifient, ma famille et moi, d'internationalistes qui conspirent avec d'autres dans le monde entier pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde, si vous voulez. Si telle est l'accusation, je suis coupable, et j'en suis fier. »
En 1950, James Warburg, membre du CFR, déclara à la Commission sénatoriale des relations étrangères, je cite, « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela nous plaise ou non. La question est seulement de savoir s'il sera obtenu par la conquête ou par le consentement. » Nicolas Sarkozy dira quelque chose d'approchant, de même que Jacques Attali. La population mondiale n'acceptera ce programme que si elle le croit bon. Il faudra le contrôle total des médias pour l'en persuader. Jamais les crimes ci-dessus dénoncés, perpétrés à une telle échelle, n'auraient été possibles si les populations concernées avaient été consultées ou simplement informées. Il convint donc de les cacher, et pour cela il fallait avoir le contrôle total sur l'information, donc les médias. Contrôler les médias ne consiste pas seulement à détenir l'information, mais également à créer l'opinion. Faire croire que Kinsey fut un scientifique sérieux fut donc indispensable pour faire accepter ses mensonges. La presse, toute la presse fut complice, et Rockefeller avait la main dessus. En avril 1914, dans le Colorado, la société Rockefeller fit appel à la garde nationale pour briser une grève de mineurs. Pour échapper aux balles, les familles des grévistes se réfugièrent dans des caves qu'elles avaient creusées sous les tentes qui leur servaient d'abri. La troupe arrosa les tentes de kérosène et on retira 25 cadavres calcinés, dont ceux de 11 enfants. L'indignation souleva le public contre les Rockefeller qui cherchèrent comment réparer les dégâts. Un conseiller en relations publiques suggéra une contrition et des excuses publiques. Un fils Rockefeller se rendit sur place et modestement il écouta les mineurs. Et le miracle se produisit, l'hostilité retomba. L'intérêt des relations publiques et de la manipulation de l'opinion était évident, et quand on a les moyens, on les utilise. Plutôt que d'envisager d'amadouer désormais les médias, Rockefeller convint de les acheter et de placer à leur tête des hommes de confiance. Puis il fit appel à Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud et père de la propagande à grande échelle, celui qui réussira notamment à faire fumer les femmes en leur présentant la cigarette comme un élément d'émancipation. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Rockefeller possédait tous les journaux et leurs rédacteurs en chef, tandis que la CIA recrutait des journalistes dans le monde entier avec la double fonction d'instiller au public ce qu'on voulait lui faire accroire et de fournir à l'agence des informations de première main. En 1991, David Rockefeller congratula chaleureusement le prestigieux Washington Post, New York Times et Times Magazine, entre autres, pour n'avoir jamais divulgué les secrets des réunions mondialistes du Bilderberg où ils étaient conviés depuis plus de 40 ans. À Hollywood, le cinéma fut convié à faire sa part de propagande mensongère et à présenter au public une version de l'histoire qui arrangeait les mondialistes. Pour illustrer l'efficace collusion entre les médias et l'agenda mondialiste, il n'est que de regarder comment les journaux ont traité les relations privilégiées qui unirent Kinsey au nazi Friedrich von Baluseck. Pendant toute la guerre, Baluseck abusa de quantité d'enfants dans un camp de concentration polonais. L'affaire fut révélée en 1957 à la suite du viol et du meurtre d'une petite fille de 11 ans. Le procès fit découvrir à la fois ses crimes commis pendant la guerre, mais également la correspondance soutenue qu'il avait entretenue avec Kinsey, avec qui il partageait ses observations. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le fait est là. Alors que la presse allemande se soulevait d'indignation en découvrant la collusion entre le pédophile nazi et le chercheur américain connu comme le Loup Blanc, la presse américaine réussit à ne pas souffler mot de l'affaire et elle continua comme devant à promouvoir le bon docteur. Le contrôle de la CIA sur la presse est à ce point efficace. Comme fut efficace le portrait lisse et bienveillant que le public perçut de Kinsey, bon époux, bon père, savant désintéressé, qui répondit de son mieux aux interrogations angoissées de ses étudiants au sujet de l'amour. Alors qu'il fut un eugéniste obsessionnel, pédocriminel de masse, raciste, misogyne, masturbateur compulsif, producteur et interprète de films pornographiques tournés dans son grenier ou dans les salles hautement, très hautement insonorisées de son institut. Kinsey était lui-même si imprudent dans ses frasques connues de son université, de la Fondation Rockefeller, de la CIA, du FBI, bref de tout le monde, qu'il aurait dû 20 fois tomber dans l'opprobre. Or jamais le public n'a rien su, même sa mort fut présentée comme sereine alors qu'il succomba aux conséquences de ses vices.
Un film tourné en 2004 le présente sous les traits de Liam Neeson comme cet Américain moyen conservateur avec cheveux en brosse et nœuds papillons, flanqué d'une épouse qui tricote au coin du feu, bien loin des orgies sadomasochistes auxquelles ils se livrèrent tous deux avec leurs collaborateurs. Comme un seul homme, les médias dans leur ensemble, presse écrite, parlée et bientôt audiovisuelle, ont vendu le pervers comme un homme de science et fait gober un discours aussi abominablement dangereux que celui qui prétend que ce sont les inquiétudes des parents qui traumatisent les enfants et pas les attouchements des pédophiles. Pourtant, les critiques n'ont pas manqué, même du vivant de Kinsey, et il aura suffi que le grand public n'ait pas accès à ces critiques pour que le mythe se perpétue. Des critiques pertinentes et percutantes furent publiées et mises immédiatement sous le boisseau. Aujourd'hui encore, la révolution sexuelle qu'il déclencha de façon si criminelle fait la fierté de la Fondation Rockefeller. Alors que ces rapports ont servi à faire déferler sur le monde un tsunami de pornographie, de violence, des perversions sexuelles en tout genre, la Fondation appose fièrement son logo sur la ridicule échelle de Kinsey avec ce titre « Financer la révolution sexuelle, le rapport Kinsey ». Ils en sont fiers. Pendant toutes les années où il opéra à l'université de Bloomington, Kinsey a eu en sa possession les confidences écrites de tous ses collaborateurs, dont pas un n'aurait osé regimber. Kinsey aurait pu faire connaître leur homosexualité cachée ou leurs frasques extra-conjugales. Tenir les secrets d'alcôve d'un individu, c'est le tenir tout court, et Kinsey tenait tout le monde. De même, Cameron, son confrère au Canada, qui a fourni à quelques hauts fonctionnaires pédophiles la libre disposition des enfants dont il usait par ailleurs. Une des explications au flux continu de subventions qui tombèrent sur ces recherches diaboliques est là. Or, Kinsey et Cameron étaient entre les mains à la fois de la Fondation Rockefeller et de la CIA, qui ont pu ainsi tenir à leur tour tous les rouages de l'administration qu'on aurait voulu démocratique. De fait, l'administration américaine glissa peu à peu entre les mains d'un véritable syndicat du crime qui tenait de quoi faire chanter tout le monde. Connaissez-vous l'allocution que fit le président Kennedy le 27 avril 1961 devant l'Association américaine des éditeurs de journaux? Il y dit notamment « Le simple mot de secret est inacceptable dans une société libre et ouverte, et nous sommes, en tant que peuple, intrinsèquement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets, aux réunions secrètes. Nous avons décidé il y a longtemps que les dangers de la dissimulation excessive et injustifiée de faits pertinents dépassent de loin les dangers que l'on cite pour les justifier. Nous sommes confrontés dans le monde à une conspiration monolithique et implacable qui repose essentiellement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence, de l'infiltration plutôt que de l'invasion, de la subversion plutôt que des élections, de l'intimidation plutôt que du choix libre, des guérillas de nuit plutôt que des armées en plein jour. C'est un système qui a mobilisé de vastes ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machinerie très efficace et au maillage très serré qui combine opérations militaires, diplomatiques, de renseignement, économiques, scientifiques et politiques. » Fin de citation. Ce que la presse aux ordres qualifie avec mépris de conspirationnisme était officiellement reconnu comme tel par un président américain qui précisément est mort d'avoir voulu s'y opposer. Quantité de scandales dont la liste serait fastidieuse ont été méthodiquement couverts par les autorités et par la presse. Citons l'affaire Franklin au Nebraska, qui semblait devoir être une simple affaire de gros sous et se révéla être une abominable histoire de trafic d'enfants sur fond de meurtres rituels et de drogue. L'acharnement à bien faire d'une équipe d'enquêteurs aboutit à la réalisation d'un reportage intitulé « Conspiration du silence » qui fut programmé dans tout le pays au printemps 1994 sur la chaîne Discovery. Sur pression de membres inconnus du Congrès, la diffusion fut déprogrammée à la dernière minute et de l'argent tomba miraculeusement pour dédommager les producteurs et les faire taire. Plus près de nous, l'affaire Epstein illustre la façon dont les choses se passent. Ses agissements criminels le menèrent devant les tribunaux dès 2008 et un reportage sur son affaire fut retiré de la programmation in extremis en 2015. Il faudra attendre 2019 pour qu'il soit mis sous les verrous. Régulièrement, des informations terrifiantes voient le jour sur des crimes commis par des puissants, notamment par les frères Podesta, dont le voile fut soulevé pendant ce qu'on a appelé le Pizzagate. Comment de tels crimes de plus en plus documentés, en photos, en témoignages et en films, ont-ils pu se perpétrer aussi longtemps avec une telle impunité ? Si ce n'est que le cœur de l'État est vérolé par la pieuvre CIA et Rockefeller, qui tire toutes les ficelles et tient tout le monde ? Sait-on que Rockefeller est présenté sur sa fiche Wikipédia comme un philanthrope ? Et qu'un autre philanthrope bien connu, un certain Bill Gates, partisan lui aussi du nouvel ordre mondial, a utilisé les services de la sataniste Marina Abramovich pour un de ses clips
et qu'il n'a jamais rompu ses relations amicales avec Jeffrey Epstein, même après sa mise en cause de 2008. Toutes les commissions d'enquête diligentées pour connaître les comptes de la Fondation Rockefeller ou le fond des rapports Kinsey ont capoté. Il est bon de savoir que de 1953 à 1955, Nelson Rockefeller a été nommé sous-secrétaire du ministère de la Santé, de l'Éducation et de la Protection sociale. Autant dire qu'il eut la main sur toutes les institutions impliquées dans les expérimentations humaines criminelles et qu'il fut à portée pendant ces 2 années de les cacher au public et de les financer par des fonds que la CIA lui fournissait discrètement. En 1974, la CIA fut mise en cause par un article du New York Times à propos des expériences des années 60. Le président Ford mit alors en place une commission d'enquête spéciale qu'il confia à son vice-président, Nelson Rockefeller lui-même, qui entreprit de se juger. Devinez, il ne se trouva pas coupable. Mais il convoqua le directeur de la CIA, William Colby, et réussit à le convaincre d'en dire le moins possible. Mais peu à peu, de commission en commission, la vérité commença à poindre sur les horreurs perpétrées par la CIA, même si l'essentiel continua d'échapper aux enquêteurs. Or, jamais, absolument jamais, aucune enquête sur Kinsey n'aboutit à quoi que ce soit. Connaissez-vous Hugh Hefner, mort en 2017 ? Il fut le fondateur du magazine Playboy en 1953. Il se dépensa sans compter pour faire de son magazine une référence de qualité éditoriale. Plusieurs grandes plumes ne rougirent pas d'y signer des articles. Si on achetait Playboy pour sa pin-up centrale, la Playmate du mois, on pouvait toujours prétendre qu'on voulait en fait lire un article signé de Jimmy Carter, Albert Schweitzer, Fidel Castro, Federico Fellini et bien d'autres encore. Le sérieux, le talent et la notoriété comme alibi au sexe, comme loisir chic. Mais jamais Hefner n'essaya de prétendre à autre chose qu'à coucher avec les plus belles filles possibles et à persuader l'Américain moyen que ce rêve était à sa portée. La plus belle fille du monde habite sûrement à côté. L'idéologie promue par Hugh Hefner, qui met à la disposition de tout homme des femmes nues et disponibles, sert à convaincre les hommes que les femmes sont là pour les piéger dans le mariage, qui est en soi une prison. Le vagabondage et la légèreté furent présentés comme un des beaux-arts. Ceux qui rêvent du bonheur sont des dupes. C'est l'Américain moyen qui était visé par ce plan. Or, ce ne sont pourtant pas les Américains moyens qui se succédèrent dans son manoir truffé de corridors discrets, de tunnels et surtout de caméras cachées. Hugh Hefner avait de quoi faire chanter tout le Gotha qui lui rendit visite, et sa collaboration active avec la CIA ne fait pas de doute. Une de ses Bunny Girls fut d'ailleurs pendant 10 ans une espionne de la CIA. Et c'est ce qui explique qu'aucun des dérapages de ces fringants invités sur des filles pas totalement consentantes et pas toutes majeures ne fut jamais poursuivi. Ni Hugh Hefner ni aucun de ses invités ne furent jamais inquiétés malgré des charges accablantes. Il était trop protégé et surtout il tenait trop de monde. Or, Playboy ne fut pas uniquement le magazine des belles filles nues et dociles aux mains de riches amateurs. Il fut dès le début le promoteur du sexe avec les enfants, d'abord à mots couverts, puis de façon de plus en plus explicite. Il fit parallèlement le panégyrique de ses puissants protecteurs. Des dizaines d'éloges dithyrambiques sur Nelson Rockefeller furent publiés, ainsi que des centaines d'articles de fond sur l'éminent travail de la CIA. De son côté, pour avoir fait une analyse circonstanciée des publications par Playboy d'images d'enfants associées au crime et à la violence, Judith Reisman eut droit, de la part du journal, à une volée d'articles malveillants et des caricatures odieuses. En 1983, quand Judith Reisman fut chargée par le ministère de la Justice du président Reagan de mener une enquête sur le lien pouvant exister entre les travaux de Kinsey et les abus sexuels sur des enfants, alors que ses précédentes recherches avaient été cautionnées par diverses institutions tout à fait fiables, une véritable cabale s'abattit sur elle et son travail. Alors qu'elle était considérée comme une chercheuse chevronnée et sérieuse, une campagne de presse la transforma en intrigante incompétente, tenue de rendre des comptes devant le Congrès. Comme dans le même moment, le président Reagan voulait une enquête publique sur la pornographie susceptible de faire interdire Playboy et Penthouse, l'industrie pornographique chargea une agence spécialisée d'arroser les médias et tout l'espace public d'une campagne de propagande et de relations publiques impliquant des attaques ad hominem contre les membres de la commission et Judith Reisman elle-même, le tout sous la louable intention de défendre la liberté d'expression chère aux Américains. Rien ne fut épargné à Judith Reisman. Calomnies, moqueries, dessins outrageants et les articles qui tentèrent de la discréditer s'étalèrent sur des années, Playboy en tête qui osa écrire « Elle a longtemps prétendu que la révolution sexuelle était une conspiration, que Kinsey avait fabriqué des statistiques, alors qu'il n'existe aucun doute raisonnable à ce sujet. »
Alors qu'il avait investi des dizaines de milliers de dollars par mois pendant 2 ans pour la discréditer, c'est aux Pays-Bas que Hugh Hefner perdit sa première bataille en assignant Judith Reisman pour diffamation. Les juges hollandais estimèrent que les travaux de Mme Reisman apportaient suffisamment de preuves pour rejeter la plainte et Hefner en fut pour ses frais. Reste que l'icône Kinsey n'était pas encore écornée dans les médias américains et le film avec Liam Neeson acheva de valoriser le génie du grand scientifique dont les études pionnières avaient si merveilleusement changé le monde. Merveilleusement, vraiment. La destruction de la morale traditionnelle a brisé 3 générations depuis la guerre. En présentant toutes les déviations sexuelles comme normales et la fidélité conjugale comme ringarde, on a instillé la maladie mentale dans une population brusquement coupée de ses repères moraux et qui sombra dans la dépression. Le nombre des abus sexuels augmente tous les jours et ils sont de plus en plus violents et sadiques et ils visent des enfants de plus en plus jeunes. Faisant montre d'une grande et noble ouverture d'esprit à la science, des États américains, autorisèrent désormais l'utilisation de matériel obscène à l'école. Si on peut considérer leur usage comme éducatif. L'explosion d'abus commis entre enfants en est la conséquence dramatique. Désormais, on se viole et on se sodomise entre gosses dans le cadre de l'école. Qui osera dire que ça a toujours été comme ça ? Qui sont les pseudo-éducateurs qui viennent faire de la propagande pour toute leur déviance sexuelle en direction des enfants ? En fait, il fut difficile d'imposer la révolution sexuelle à l'Amérique alors qu'elle battait son plein dans l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale. Pour faire passer la dragée à une population américaine conservatrice et pudique, il fallut rien de moins que l'argument scientifique. Une machine bien huilée de relations publiques professionnelles et d'universitaires compromis réussit à faire d'un vicieux un grand scientifique et les éloges continuent de pleuvoir sur ce monstre plus de 60 ans après sa mort. La promotion de la science au rang de critère absolu de vérité et du bien, en lieu et place de Dieu relégué au rang de superstition obscurantiste, merci les Lumières, exige des scientifiques une honnêteté au-dessus de tout soupçon. Or, le monde scientifique a été corrompu par une lente infiltration des intérêts privés et diverses études ont montré que l'Amérique détient le triste record mondial de la publication scientifique frauduleuse. Il n'est que de voir le nombre de mensonges diffusés à l'occasion de l'actuelle crise du coronavirus pour comprendre que le monde entier lui a emboîté le pas et que le mensonge scientifique se diffuse partout et toute honte bue par le canal des médias. La bombe atomique sociale que fut le rapport Kinsey continue ses ravages avec l'aide d'une communauté scientifique muette et paralysée, et c'est au nom de la science que la pornographie et l'obscénité se déversent jusque dans les écoles. A-t-on conscience que ce qu'on appelle les caricatures de Mahomet sont en fait des dessins outrageants et obscènes qu'on prétend avoir le devoir de montrer aux enfants ? Éduquer un enfant, c'est lui apprendre des limites. La révolution sexuelle de Kinsey sert à promouvoir toutes les transgressions et à valoriser la satisfaction de toutes les pulsions derrière le dos des parents considérés comme des oppresseurs. Le résultat de ce tsunami de sexe a produit une explosion de viols et de crimes sexuels divers, de maladies vénériennes, de familles éclatées, d'abandon d'enfants, d'enfants sans père ni repère, de délinquance, de drogue et d'alcool, de suicides de jeunes et cerise sur le gâteau, d'inceste et de pédophilie. Je les résultats, non ? Regardons. D'un côté, le contrôle de soi et la fidélité conjugale. De l'autre, le monde dans lequel nous vivons. Lequel est le plus vivable ? Un des aspects les plus sordides de l'escroquerie Kinsey est le gouffre qui sépare son image de ce qu'il fut vraiment. Le mensonge est énorme. Loin de prôner la liberté, Kinsey fut un harceleur et un violeur. Certains de ses étudiants en ont fait l'amère expérience. Alors qu'il plaida pour l'innocuité de la masturbation, et Dieu sait combien ces données sont reprises par des publications dites sérieuses, on sait qu'il mourut des excès auxquels il se livra en la matière. On ne peut séparer la promotion qu'il en fit avec l'explosion du marché de la pornographie, auxiliaire commode de cette activité. Refusera-t-on de voir que l'auto-érotisme déconnecte le sexe de l'amour ? Et osera-t-on prétendre que c'est sans conséquence pour notre société ? Si on pouvait repousser d'un revers de main les conclusions délirantes d'un psychopathe obsédé sexuel qui fut mis un temps à la mode. Mais non, c'est impossible. Avec l'aide de la fondation Rockefeller, le patron de Playboy fonda un conseil pour l'information et l'éducation à la sexualité, le CIECUS, organisme dédié au sexe à l'école. Tout Kinsey et rien que du Kinsey sur les bancs de la classe. C'est de l'éducation, c'est sérieux. Le CIECUS reçut le soutien de Planet Parenthood au planning familial, puis de l'UNESCO et de toutes les ONG affiliées.
Kinsey est une référence mondiale, pas un étudiant en médecine qui échappe aux conclusions délirantes du maniaque de Bloomington, dont le credo de base affirme que les enfants sont capables d'activités sexuelles dès leur naissance. L'influence du sikus fut telle qu'on en vint à réformer le code pénal américain et qu'on laissa tomber par lambeaux les articles protégeant les femmes et les enfants des prédateurs. C'est par ce biais qu'on en vint à formuler la fameuse dérogation à la réglementation sur l'obscénité qui introduisit le porno à l'école. Des générations d'enfants sont désormais gavés de sexe depuis l'âge tendre, coupés de leurs racines morales et civilisationnelles, incités à remettre en cause l'autorité de leurs parents, habitués à croire que leur désir est leur droit. Ils sont destinés à être les soldats dociles du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial doit passer par Internet, qui a entre les mains d'experts l'art d'obtenir le consentement des foules par le mensonge et le contrôle mental, et sont en passe d'entièrement dominer le monde. On a vu comment, en quelques mensonges aujourd'hui mis à jour, on a pu, à l'échelle de la planète, arrêter et confiner l'entièreté de la population mondiale. L'argument fut le même que pour Kinsey. La science, la médecine, le savoir, la raison et la santé. Kinsey a été une des chevilles ouvrières du programme de soumission des populations au nouvel ordre mondial préparé par Rockefeller et la CIA. Son travail a consisté à revêtir la destruction de la morale et de la famille d'une justification scientifique et le nomadisme sexuel le plus débridé d'une couleur libératrice. En quelques décennies, les pseudo-travaux de cet escroc ont permis un développement inouï de l'industrie pornographique, la dépénalisation de quantités d'abus sexuels sur des populations de plus en plus jeunes, l'introduction du sexe à l'école et l'explosion du nombre d'avortements présentés comme un bienfait et un droit essentiel. Et ça ne s'arrêtera pas là si on laisse faire. Kinsey a collaboré avec les plus hautes instances scientifiques compromises dans d'abominables forfaits, perpétrés sur des populations captives utilisées comme rats de laboratoire, au mépris de toutes les règles d'éthique valables dans n'importe quel pays. Le détraqué Kinsey, que ses pratiques masochistes ont conduit à la mort, ne savait pas faire de différence entre terreur et jouissance, les symptômes de l'une pouvant ressembler à ceux de l'autre. Un esprit normal sait faire la différence, celui d'un psychopathe peut prétendre que non. C'est sur la torture de milliers d'enfants qu'a été fondée toute la politique d'éducation sexuelle à l'école, promise par toutes les agences de l'ONU et reprise en compte par nos gouvernements successifs. Je rappelle, pour mémoire, que la scolarité en France est devenue récemment obligatoire à partir de 3 ans et que le président Macron a annoncé vouloir interdire l'école à la maison. Notons également que le deuxième confinement n'interdit plus d'envoyer les enfants en classe. Mais il ne faut pas croire que le but ultime de ces horreurs soit simplement la prédation sexuelle. Celle-ci n'est que l'instrument d'un but ultime qui est le gouvernement mondial, qui ne se fera pas sans la destruction totale de la civilisation occidentale chrétienne. Par la séduction, le mensonge, la terreur, la manipulation de masse, le détournement de la recherche scientifique, des forces maléfiques qui haïssent l'amour et le don entendent nous faire accepter l'inacceptable et le trouver bon. Réveillez-vous. Vous trouverez dans le texte joint toutes les références et les preuves dont vous pourrez avoir besoin. Merci de faire tourner.